Au-delà des masques, Béatrix Charlier, activatrice de talent. Bienvenue dans Au-delà des masques, un podcast qui nous fait du bien et qui nous fait avancer. Et je vous souhaite la bienvenue dans Au-delà des masques, nouvel épisode. Merci en tout cas pour tous vos messages. Merci de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. On est écouté sur plus de 30 pays, surtout aussi du côté du Benelux. Donc merci. Désormais, on se retrouve, c'est tout nouveau, sur la chaîne YouTube Peggy Parisotto ainsi que sur les réseaux sociaux, le compte Insta, le compte Facebook et sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music. On est partout. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous accueillir Béatrix Charlier, activatrice de talent et qui vient de justement d'écrire ce bouquin. On va en parler. Réveillez vos talents aux éditions Racine. Béatrix Charlier, qui est une vraie révélatrice de multiples talents, va en savoir un peu plus. Elle a un parcours riche et varié. Elle est ce qu'on appelle une activatrice de talent à titre individuel ou pour tous les entrepreneurs. Alors, dans cette émission, on va parler du livre, bien entendu. On va parler du parcours de Béatrix, mais pas seulement. On va parler justement de donner du sens à notre vie professionnelle. Qu'est-ce que ça veut réellement dire lorsqu'on est peut-être dans une situation où on se pose mille et une questions, on ne sait plus, on se sent perdu, on est limite burn-out. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment réactiver des talents? Peut-être des talents cachés, qui sont très bien cachés, dont on ignore leur existence. On va parler également du système scolaire, ce fameux système scolaire. Est-ce qu'il est encore d'actualité en fonction aussi de la génération actuelle? Restez bien avec nous. On va discuter de tout ça et peut-être répondre à certaines de vos questions. Alors Béatrix, j'aimerais que l'on parle de ce bouquin. Réveillez vos talents, on en a parlé tout à l'heure aux éditions Racine. Alors pour moi, c'est une véritable révolution douce. J'adore le dire comme ça. C'est un ouvrage qui, à mes yeux, devrait être présent dans chaque classe. Vraiment, et communiquer à notre système scolaire. Je me suis dit, mais comment n'a-t-elle pas été dans chaque école et de dire « Ah, vous devez absolument lire ce livre ». C'est un outil précieux. On devrait l'avoir également chez soi. Vraiment. C'est écrit avec clarté, simplicité. Ça permet aussi à chacun de mettre en lumière ses propres talents parce qu'on verra, j'ai énoncé que c'est un outil parce qu'il y a des questions qui permettent vraiment de mettre en lumière toutes les questions que l'on se pose par rapport à soi-même. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que ce n'est pas un livre compliqué. C'est concret, c'est accessible et en plus profondément humain. Alors toi, Béatrix, tu voyages entre Bruxelles, tu voyages à Paris, tu voyages à Luxembourg. T'es le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai? Un peu vu comme ça, oui. Un peu vu, oui, t'arrêtes pas de bouger. Tu es là, tu révèles le potentiel de chacun, que ce soit à titre individuel, on expliquera tout à l'heure, à titre aussi entrepreneuriat. J'aime beaucoup le terme que tu utilises, activatrice de talent. On dirait presque que tu as une baguette magique et puis tout d'un coup, schling, on voit beaucoup plus clair. Alors, tu vas nous expliquer tout ça. Qui es-tu, Béatrix Charlier ? Alors, je suis une femme de 59 ans, maman d'un garçon de 30 ans qui est talentueux et qui a connecté à ses talents. Et j'ai surtout la chance de rencontrer beaucoup de personnes très, très différentes, de tous les âges. Comme tu l'as dit, sur 3 pays. Ça va jusqu'en Suisse et en Italie. Mais clairement, c'est sur les 3 capitales. Et je vais dire que je suis une réconciliatrice des talents. Quand j'active les talents, et c'est vrai, Peggy, sans vouloir décrire un effet magique, mais on active à tous les coups. Je dis « on » parce que c'est un réseau aujourd'hui d'activatrices de talents sur 3 pays. On a une dizaine, que j'ai formé, des gens qui ont envie de donner la clé aux autres, la boussole intérieure. De transmettre, et surtout que l'on ne perde pas de temps dans notre vie. La vie est courte. Je pense très sincèrement qu'on a tous
quelque chose à apporter dans cette vie, à titre individuel et à titre collectif. Et si on perd du temps, tout comme je l'ai fait, moi, parce que c'est l'histoire un peu du parcours de ma vie, si on perd du temps à être détourné de qui l'on est, alors c'est dommage, parce que l'outil existe. Aujourd'hui, j'y ai consacré en fait ma vie. Ce que je trouve incroyable quand j'ai eu cet outil entre les mains, je me suis dit, waouh, j'aurais tellement voulu l'avoir quand j'étais plus jeune. Tu vois, j'avais les réponses en face, mais je voyais pas clair, en fait, tout simplement. Alors oui, c'est pour ça que je l'ai écrit, c'est pour ça que j'y dédie autant d'énergie, c'est que c'est un outil que j'aurais moi-même voulu avoir à 15 ans, lorsque je voulais faire des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Ma famille, donc on est 6 enfants, les garçons étaient soit ingénieurs et les filles infirmières. Je m'y retrouvais pas, en fait. Et quand j'ai voulu aborder cette question du choix, mes parents n'ont pas compris du tout. C'était des entrepreneurs, ils avaient une PME, l'archéologie, l'histoire de l'art. Ce sont des études que j'ai faites à 30 ans, après un détournement. Donc en fait, moi j'ai été orientée par le test PMS à l'école sur le scientifique, maths fortes, sciences fortes, que j'ai réussi. Mais pas en ayant du plaisir, par le sens du devoir. Et donc, quand j'ai repris mes études d'histoire de l'art et d'archéologie à 30 ans, avec un petit garçon de 4 ans, un mari qui était indépendant à l'époque, c'était très compliqué, mais là, j'ai compris qu'enfin, j'étais arrivée à bon port, au mien. Et là, je vibrais. Ça résonnait en toi, complètement. En fait. Mais par rapport à ça, je me suis rendu compte qu'au-delà de ça, c'est ce qui, moi, et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, pour que chaque parent puisse l'avoir en main, ne pas se sentir identifié, reconnu par ses parents, alors que on sait qu'on vibre à ça, c'était sans doute ce qu'il y avait de plus douloureux à ce moment-là. Et donc, que l'école ne nous identifie pas nos talents, passe encore, parce que l'école est sur d'autres promesses clients, mais que nos parents ne puissent pas dire « mais oui, je sais que c'est ça qui te fait vibrer, mais ça va pas être possible, ou bien tu n'en vivras pas, ou bien utilise-le comme hobby », ça c'est plus compliqué à vivre. Et comme maman, quand moi maintenant j'ai été maman et que mon fils m'a parlé de sa passion, qui n'était pas, il est juriste de formation, et il est rentré dans la cuisine, et aujourd'hui, il se déploie complètement là-dedans. On n'a pas les clés. On les a fabriqués, nos enfants, mais on n'a pas les clés sur leur talent. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter nos propres talents, nos propres forces sur eux. Et donc, ça crée, au niveau de la relation, un décalage. Et là, c'est terrible. Parce que quand nos enfants ne se sentent pas reconnus, lus, compris, identifiés, c'est la relation la plus fondamentale qui, à ce moment-là, est abîmée ou en tout cas tangue un peu. Il y a l'image, je reviens par rapport à ça, l'importance de l'image que les parents, de manière inconsciente également, transmettent à leurs enfants. Parce qu'on veut que les enfants aussi réussissent, on veut donner le meilleur de nous-mêmes, mais on a tendance à peut-être les brider. En tout cas, Oui, on bride complètement. En réalité, ça reste en Europe centrale, ça reste vraiment un argument de pression, l'accès au diplôme. On rêve tous que nos enfants soient universitaires. C'est un gage de réussite, c'est ce qu'on pense. C'est ce que la société, je pense. Oui, non, c'est ce que la société met en place finalement, oui. En disant, si tu fais des études universitaires, tu as la chance, tu as plus de chance, en tout cas, de trouver un métier ou de t'en sortir. Je ne connais pas d'exemples de jeunes qui soient perdus à partir du moment où ils ont connecté à leur talent. Ils sont à leur source d'énergie. Ils savent qui ils sont, ce qu'ils peuvent déployer,
Et là, cette première connexion, cette première reconnaissance de leur force fait un effet levier sur tous les potentiels qu'ils ont encore endormis. À partir de là, ils réussissent. Et des exemples, j'en ai, mais vraiment beaucoup. Je ne connais pas de jeunes gens, et on a plus de 5000 retours terrain aujourd'hui, je n'en connais pas qui n'aient rien fait de ça. Par contre, j'en côtoie beaucoup, sans jugement, parce que l'errance fait partie de l'apprentissage dans nos vies. J'en suis moi-même le produit, d'accord ? Donc si j'avais eu toutes les clés, jamais je n'aurais écrit ça, jamais je n'aurais voyagé, enfin bref. Mais par contre, j'en connais qui ont fait des études qui leur correspondent en partie, mais qui ne s'y retrouvent pas. Et donc qui n'ont pas l'énergie au quotidien de se lever le matin en disant « waouh ». Ça ne veut pas dire, ne confondons pas passion, c'est pas nécessairement la passion du métier, mais d'être bien là où on est et d'avoir l'impression que c'est utile, que l'on fait quelque chose. Et ça nourrit notre fierté, notre sens que on vaut quelque chose. Alors, je rebondis par rapport à ce que tu disais, parce que tu évoques ton parcours. Tu expliques tout à l'heure que tu es passé par différents métiers. Tu as parcouru notamment, tu as été architecte d'intérieur, tu as travaillé dans l'histoire de l'art, l'archéologie, la coordination de projets européens. Alors, certains pourraient voir ça finalement comme de l'instabilité, mais toi, tu en as pris vraiment, tu as pris ça comme une force. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment toutes ces expériences ont nourri ce que tu es aujourd'hui et t'ont amené à devenir cette activatrice de talent ? En réalité, il n'y avait pas derrière de plan. J'ai essayé de trouver la place où j'allais me sentir le mieux. J'étais persuadée que les études d'histoire de l'art n'étaient pas pour moi, je n'avais pas fait latin grec, et donc je me suis orientée vers l'architecture d'intérieur. J'ai créé du mobilier en Italie, j'ai ouvert mon cabinet, et puis quand j'ai eu une très belle affaire, alors j'ai repris des études d'histoire de l'art à Liège. Et en réalité, ce n'était pas prémédité, tu vois, Peggy, c'était juste... Quelque part, je ne voulais pas renoncer à qui j'étais. Et c'est sans doute le fruit de ma famille. J'étais la cadette de 6 enfants. Mes parents qui étaient décalés générationnellement. Mon père aurait pu être mon grand-père. Il était né en 1908. Ah oui. Mon frère aîné était né en 1944. Donc, ce décalage faisait que si je ne prenais pas un peu ma place, je n'existais pas. Donc, cette énergie de base, elle est restée chez moi. Il était hors de question qu'à un moment donné, je renonce à moi-même. C'est bizarre de le dire comme ça. Ce n'était pas conscientisé de cette manière-là, mais c'était l'énergie. Et donc, dès que je m'ennuyais quelque part, je changeais. Donc, oui, j'ai repris des études d'histoire de l'art. Oui, j'ai été enseignante, prof d'histoire. Et en réalité, je crois que c'est là où j'ai eu le plus de retours sur non, mais il faut faire quelque chose là, c'est pas possible. J'avais à peu près 220 élèves, alors je le dis comme ça a l'air bizarre, mais qui me passaient dans les mains chaque semaine. Prof d'histoire, c'est 2 heures de cours. Et donc, j'avais des élèves de 4e, 5e, réto, l'année du bac, pour les Français qui nous écoutent. Ouais. Et ces élèves-là, je voyais très bien que l'école ne convenait pas. Tu vois, et donc ça a fait vraiment un ricochet avec ma propre histoire en disant « Ah non, pas eux. Ah non, on va pas les perdre eux aussi. Moi, je me suis déjà perdue. Pas eux. » Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à développer, à creuser, à chercher. Ça a été un déclencheur. Complet. Complet. Et ça a été aussi un terrain, un laboratoire. Pour comprendre, je n'ai jamais eu, sur les plus de 1000 élèves, que j'ai côtoyé, je n'ai jamais eu un idiot dans ma classe. Jamais. Ça, c'est un message très fort que je veux passer. Alors, j'étais super exigeante pour mes élèves qui vont me regarder et me dire « Ouais, Madame Charlier, elle lâchait pas le point. » Ça, c'est sûr que je lâchais pas le point. Je me souviens encore des files de parents quand j'étais prof en 4e qui m'attendaient à la réunion de parents en disant « Mais c'est qui cette nana qui me pète ?» Mais par contre, je les amenais à la réussite d'eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes.
Et là, clairement, à partir de là, en les côtoyant, ça a été mes meilleurs maîtres en réalité. C'est eux qui m'ont mis sur la mission. C'est après ça que j'ai monté ma boîte. Après ça que j'ai développé mon test. Après ça que je me suis dit, plus jamais je ne veux croiser un jeune qui, après m'avoir rencontré, reste perdu. C'est vraiment devenu mon leitmotiv, jusqu'à l'épuisement, je vais te dire. Je ne comptais plus mes heures, etc. Mais c'est vraiment devenu un leitmotiv. Ton message est vraiment puissant. Ça résonne totalement en moi. Est-ce qu'on est tous intelligents ? Oui. Je le dis fermement, je le dis à la fin de toutes mes conférences, même quand je m'adresse à des entrepreneurs et que je leur parle entreprise, et voilà. Et je termine toujours par « Et sachez qu'à la maison, si vous avez des enfants, ils sont intelligents. » Quoi que les points de l'école disent. Je peux l'affirmer, mais c'est pas du marketing quand je dis ça, Peggy. On a les retours de tests. On sait qu'il y a au moins une des 9 intelligences activées en talent, et quand il n'y en a aucune d'activée, alors, on sait aussi, je dis on parce que c'est le réseau des activatrices, je ne travaille plus seule aujourd'hui et grâce à elle, j'évolue. Et on évolue tout ensemble, c'est vraiment un esprit de corps. Mais on sait aussi prouver que quand un étudiant ou un jeune n'a plus d'activation de talent, c'est qu'il est sous dépendance des écrans ou de la fumette ou de l'alcool, c'est-à-dire qu'il ne réagit plus, il ne connecte plus au réel. Dans ces cas-là, on peut encore aller le rechercher. Alors, sans doute pas nous, parce qu'on ne fait que ce qu'on sait bien faire, mais des travaux avec des psychologues, des avec les parents, oui. bien entendu. Bien sûr. Et alors là, on l'aiguille vers d'autres professionnels. Mais oui, ils sont tous, et nous sommes tous intelligents, malgré ce que l'école a pu nous écrire comme remarque sur nos bulletins scolaires, et malgré ce que on retrouve encore aujourd'hui. Quand je dis ça, le système scolaire n'est pas prévu pour détecter les talents, Peggy. Il est prévu pour délivrer des diplômes à partir de savoirs restitués. Et quand je parle de l'école en général, je ne pointe pas les professeurs dans l'école, d'accord ? Je fais une nuance, elle est de taille, parce que j'ai côtoyé beaucoup de collègues qui donnaient leur temps, leur âme à l'école, pour développer chez leurs élèves le sens de la curiosité, du dépassement, etc., etc., etc. Donc, soyons clairs, ici, je pointe le système scolaire européen, d'Europe centrale. J'aimerais qu'on reparle de cette fameuse intelligence, parce que dans notre société, être intelligent, ça veut souvent dire d'avoir de bonnes notes, d'avoir, on l'a déjà entendu, un super QI, une carrière brillante. Alors, selon toi, qu'est-ce que ça signifie, selon toi, et selon tes expériences, être intelligente dans notre société actuelle, et comment toi, tu définirais cette intelligence en vue de ton expertise ? Alors, dans notre société actuelle, tu as raison, l'intelligence se mesure beaucoup, et encore aujourd'hui, par le QI. C'est-à-dire, on va mesurer combien tu es intelligente. Et donc, on va te sortir, on l'entend beaucoup, l'étiquette du haut potentiel. Oui. Ça m'embête beaucoup, cette étiquette, parce que si on a un haut potentiel, ça veut dire qu'il y a du bas potentiel. Ça veut dire qu'on va classer les gens en fonction d'un score à un moment donné. Et qui dit classement, dit on met dans une case finalement l'élève, et qui dit case, dit jugement. Et étiquette à vie. Et étiquette parce à vie, que ok. Il ne faut pas oublier qu'un jeune qui est en pleine construction de lui-même à l'adolescence, il va prendre les étiquettes, ça va s'imprimer comme des croyances limitantes, parce qu'un être haut potentiel, c'est une croyance limitante. On est trop intelligent que pour pouvoir s'adapter. Je caricature, Et ce n'est pas moi la première qui me suis attaquée à ça. Le premier qui s'est attaqué au QI, c'est Howard Gardner, à qui on a demandé, qui était donc un chercheur qui avait la chaire de psychologie à Harvard, à qui on a demandé de travailler sur l'intelligence. Et donc, il a bien compris que le QI n'était pas
un gage, en tout cas, de pouvoir Une dire finalité. non. Pas du tout. Et à partir de là, et j'aime bien reprendre ce qu'il a fait parce que je lui dois beaucoup, je me fonde sur sa théorie que j'ai amplifiée. C'est ce que tu expliques dans le bouquin, hein, que tu te bases sur ces recherches. Exactement. Et donc, après, c'est tous les retours de terrain où j'ai exploré autrement, je vais dire, mais il observe les gens et il regarde comment ils résolvent des problèmes complexes. Et j'ai envie de dire à nos auditeurs, regardez vos enfants petits. Regardez-les jouer, regardez-les interagir avec leur environnement. Et bien là, je vous mets au défi de me dire qu'ils ne sont pas intelligents. Moi, j'en ai un petit laboratoire, là, pour le moment, Peggy, de petits. Rappelle-nous, d'ailleurs, je t'interromps, mais rappelle-nous la société, comment elle s'appelle ? Pop. Ma société ? Pop. Tempo operandi. On a gardé les 3 lettres du milieu. On dit Pop. Mais en fait, parce qu'il faut du temps pour intégrer les processus. En plus, c'est des chouettes couleurs. Tu as pris vraiment peps. Voilà. Alors, en fait, pour revenir au sujet des intelligences, il y a plusieurs manières d'être intelligence. Or, l'école, le système scolaire européen va plutôt pointer sur 2 types d'intelligence, parce que les enseignants sont formés pour transmettre sur 2 fréquences radio. Quand tu parles de ces 2 intelligences, c'est ce qui se retrouve dans le test QI. Exactement, hein ? Exactement. C'est ces 2-là qui vont être mesurés, quantifiés, avec lesquels on va valider les points des tests à l'école. C'est l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbo-linguistique. La logico-mathématique, c'est quoi ? Eh bien, elle est utilisée par le prof d'histoire pour donner des causalité, on passe d'une période à une autre parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a une rupture technologique, et les données utilisées pour étudier le latin ou l'allemand, parce qu'on va travailler par de l'analytique, chercher d'abord le verbe, et puis le sujet qui s'y raccorde, et puis etc. Elle est utilisée par les sciences, parce que les sciences travaillent par hypothèse, expérience, conclusion. Donc en fait, c'est tout un système de pensée qui nous vient entre autres de Descartes, très rationnel. Super important, cette intelligence. Si on n'a pas le sens de la chronologie, qui est une causalité, de la quantité des ressources, du temps qu'il nous faut pour, ça devient compliqué. Deuxième intelligence, verbo-linguistique, avoir les mots pour dire, exprimer, rédiger une réponse. Formuler une phrase. Et comprendre une question d'examen. Et pouvoir avoir repéré un esprit de synthèse, les éléments clés d'un texte. Donc ça, ce sont les 2 intelligences. Les 2 intelligences fondamentales. Et ce sont sur lesquelles, ces 2-là, c'est sur 2 intelligences qu'on nous classe, entre guillemets, qu'on qualifie notre QI. L'intelligence globale d'un individu. Donc on ne parle pas à ce moment-là des émotions, de la manière dont je me situe dans l'espace. Non. Ni de notre compétence sociale, c'est ça. Ni de nos compétences physiques aussi. Exactement. Il n'y a rien d'autre. Et c'est pour ça que à l'école, on n'a pas de cours. Tous les cours à option artistique sont des cours un petit peu vus de manière condescendante. C'est dommage. Bon alors, je vais faire un petit peu ma révolution douce, comme je le disais tout à l'heure. Je sais pas. Je dis à mes filles, je suis un peu contre le mode, le système scolaire aujourd'hui. Pour moi, il n'est absolument plus adapté. Il ne l'était plus déjà à mon époque. Et moi, je ne mettrai que des cours, mis à part les cours, bien sûr, très importants, l'histoire, les sciences, les mathématiques, etc., en matinée. Puis l'après-midi, je ferai un peu comme aux États-Unis ou dans les pays nordiques. Là, on favorise les talents. On fait du sport, on fait du théâtre, pour que l'enfant ait justement un spectre totalement beaucoup plus large des matières que l'on apprend aujourd'hui. Et ça permet aujourd'hui aux enfants d'avoir beaucoup plus confiance, d'être confrontés à, comment parler devant un public, et à dépasser ces zones de confort, comme je le dis souvent, en fait, tu vois.
Et parfois, quand j'ai mes enfants qui rentrent de l'école et je me dis waouh, et qu'elles m'expliquent comment ça s'est passé, je me dis on en est encore là aujourd'hui. Et je vois qu'elles rentrent de l'école, elles sont épuisées et elles me disent ah oui, mais on a encore un test, on doit ci, on doit là. Ah oui, mais on les prépare pour le système universitaire. Donc ça, c'est ma petite révolution douce où je me dis il y a encore vraiment du travail. Alors, il y a du travail. Je pense qu'on projette aussi sur l'école nos désirs fous d'avoir une société idéale avec une école idéale. L'école vient d'où ? Elle vient d'un monde qui n'existe plus. L'école a été créée au XVIIIe siècle, mais dans un monde avec des repères qui n'existent plus. Et le but, c'est d'obtenir des diplômes, et ces diplômes nous donnent des titres, et ces titres nous donnent des identités, mais qui ne parlent pas de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes. Mais c'est quand même très rassurant. Alors, aujourd'hui, ce sujet que j'explore depuis 20 ans, il résonne avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, tout le codage repose sur les deux intelligences piliers, logico-mathématiques, verbo-linguistique. C'est pour ça que les jeunes l'utilisent pour rédiger un travail, faire des recherches. Et on sait aussi par observation des résultats de tests qu'il y a un glissement des intelligences. Donc on a, par exemple, moi, dans ma génération, on travaillait beaucoup sur ces deux intelligences-là, mais aujourd'hui, les jeunes, ils travaillent plutôt l'écoute, le mouvement, le visuel. Et donc on a un décalage flagrant entre les fréquences radio, je les compare à des fréquences radio, d'émissions des savoirs à l'école et des récepteurs des fréquences radio, des élèves et des jeunes qui ont complètement bougé. Entre les deux, il y a un gap. Et c'est pourquoi l'école crée davantage de décrochage scolaire qu'il y a 15 ans. Et c'est fou. Eh oui. Pendant la Covid, on a été à 30% de décrochage scolaire. Je rappelle juste ce que c'est le décrochage scolaire. C'est un jeune qui décide de ne pas retourner à l'école. Ce n'est pas l'école qui l'éjecte. C'est un jeune qui décide de ne pas retourner à l'école en dessous de l'âge obligatoire. 16 ans au Luxembourg, 18 ans en Belgique. Est-ce que ce ne serait pas justement un manque de sens ? Totalement, de se dire pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce que m'apportent toutes ces connaissances, qu'est-ce que je vais en faire finalement, parce que ce sont des questions auxquelles aussi on s'est posé. Mais c'est quoi ces cours de maths, d'histoire, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et je me disais, alors j'en appelle aussi aux professeurs en me disant, est-ce que tu vois comment se fait la transmission également ? Elle est importante cette transmission. Il y a le rôle aussi, après c'est tout un autre débat, mais il y a le rôle de transmettre et d'expliquer à quoi servent les maths, pourquoi les nombres nous suivent partout, finalement, dans notre vie quotidienne, sans s'en rendre compte. Pourquoi sont-ils importants ? Tu vois ce que je veux dire ? Pour avoir aussi un autre regard par rapport à la matière, que dire, aujourd'hui, c'est cours de maths, c'est cours d'histoire, et ça semble lourd, en fait. Comment rendre les choses ? Est-ce que ne faut-il pas, à ce moment-là, créer une nouvelle école ? Il y a de nouvelles écoles. Et là, je voudrais saluer tous les projets de pédagogie alternative qui ne sont pas toujours complètement au point non plus. C'est normal, tout bouge tout le temps. L'école doit tout le temps s'adapter à. Mais on a des professeurs dans des écoles traditionnelles qui vont travailler au projet transverse, en mobilisant d'autres profs, d'autres matières. On a des éléments qui émergent comme cela. C'est totalement insuffisant, évidemment, parce que le savoir manque de sens. Alors pourquoi aujourd'hui le savoir manque autant de sens ? Mais parce qu'il est à portée de clics. On va sur son smartphone, on a les déclinaisons en latin, on a la conjugaison, on a aussi une simplification terrible. Et là, je voudrais aussi dire à quel point et alerter les parents. On lit de moins en moins, d'accord ? Même nous, en tant qu'adultes, on réagit avec nos smartphones, on écrit de moins en moins. Si on envoie un mail à quelqu'un avec une intro, un corps de texte, une conclusion, il le lira plus tard ou pas du tout. Donc, on est habitué à ça. Et nos jeunes lisent de moins en moins. Et on a une destruction de cette capacité analytique, donc vraiment
de capacités cognitives qui étaient en train de s'effriter. C'est hyper dangereux. Donc, le smartphone est aussi, je vais dire, un élément, et heureusement, et là je salue ce qu'on fait dans les écoles cette année, interdiction du smartphone, des tablettes. C'est tout nouveau. Hein. C'est tout nouveau, mais on a entendu les messages des neuroscientifiques, on sait la destruction cognitive que cela opère. Et il faut le dire, l'école subit ça aussi. Donc, il n'y a pas que l'école qui est inadaptée, il y a aussi les nouvelles technologies qui font du mal à tout ça. Maintenant, tu parlais de l'IA qui est arrivée, tout le monde en a peur quelque part en disant « Mon Dieu, on va perdre notre travail, etc. » Je ne le vois pas sous cet angle-là. Je ne sais pas, toi, quel est ton regard par rapport à ça, parce que je me dis, tu parlais des compétences, alors des deux compétences, des deux intelligences qu'on retrouve dans ChatGPT, par exemple. Exact. Voilà. Mais ce que ChatGPT n'a pas, c'est le côté notre savoir à nous, le côté émotionnel, notre personnalité. Et donc, on peut justement travailler avec l'IA en mettant ces deux intelligences ensemble. Je pense que l'IA doit rester un outil, mais encore une fois, nous sommes fondamentalement, et je parlerai en jeu ici, on a une tendance à la fainéantise, évidemment, c'est clair. Si on peut aller plus vite pour faire les choses, on va essayer d'aller plus vite. Mais c'est vrai. Mais voilà, l'IA reste un outil. Par contre, effectivement, pourquoi est-ce que c'est intéressant de nous rencontrer ici, Peggy, sur un site et d'avoir cet échange à 1 mètre de distance et pas de faire cet exercice par une vidéoconférence. Parce qu'il y a la connexion, il y a les émotions, l'échange d'énergie. Il y a l'échange d'énergie, c'est super méga important. Il y a tous ces micro-signaux qui me permettent de voir ce qui te traverse, ce qui tu te remémores de manière inconsciente. Je ne suis pas en train de t'analyser tout le temps. Bon. Eh bien, tout ça, ça fait partie de notre vie d'humain. En fait. Et l'humain est un animal social. Et l'humain est un animal social parce que c'est toutes ces connexions qui lui permettent de se réaligner, de s'ajuster, de s'adapter, de grandir, d'évoluer, de se rétracter, de prendre des coups, d'apprendre. Et c'est ça, en fait, la mission de notre vie, c'est grandir et se laisser traverser par une vie qui ne va pas être simple. Et donc, le but, c'est pas simplement d'être là. Alors oui, tu parlais de l'intelligence artificielle, elle va détruire des emplois. Elle est en train de détruire des emplois. Mais il y a aussi cette intelligence artificielle qui va faire naître beaucoup d'autres emplois et d'autres choses. Et c'est ça qui est fondamental, c'est de se dire, là, ici, à l'âge que j'ai, qu'est-ce que j'ai envie d'exploiter comme force intrinsèque ? Mais dans 10 ans, j'aurai peut-être développé d'autres forces, ou même dans 5. Et je pourrais encore me réorienter. 50% des compétences en entreprise sont potentiellement obsolètes d'ici 2 ans, Peggy. Oui, parce qu'on est tout le temps en train d'évoluer. Exact. Déjà vis-à-vis de soi-même et puis vis-à-vis de la technologie, tout va très, 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 très vite. Je rebondis par rapport à l'entrepreneuriat. Je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles en entreprise, tu vois, c'est que j'avais des collègues qui étaient focus sur une fonction bien précise, je sais pas moi, en marketing et tout, mais qui avaient des talents derrière, comme des talents de créateurs, de photographes, mais qui n'étaient pas exploités dans leur fonction. Et je me disais, mais tiens, c'est dommage, quoi, parce que si le CEO était au courant de ses talents, eh bien, il pourrait en tout cas créer des synergies avec son employé. Alors, tu décris là, Peggy, quelque chose sur laquelle je travaille constamment. Ça s'appelle la cartographie des talents. Ou l'organigramme des compétences, tu vois. L'organigramme des compétences, simplement dans des fiduciaires où on a quelqu'un qui connaît très bien l'allemand, c'est sa langue maternelle, mais on n'exploite pas, mais on lui fait par contre de l'analyse de bilan. Enfin, on a beaucoup plus d'intelligence en entreprise que ce qu'on exploite en réalité. Et si on laisse quelqu'un sur la même fonction trop longtemps, le talent s'éteint.
Parce que le fait de reproduire toujours les mêmes actions fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de défi. Mais toujours d'être dans une lassitude comme ça. Alors, soyons tu clairs. risques d'être dans une lassitude à force d'être comme ça sur une ligne droite, finalement. C'est pas en ligne droite, ça descend. Oui, ça descend, mais je veux dire, à la force de faire la même chose à chaque fois, finalement, eh bien, tu n'apprends plus rien, quelque part. Et qui n'apprend plus, n'évolue plus, mais le monde continue à bouger, tu vois. Et là, tu prends... Alors, soyons clairs, les boîtes comme Amazon, Audible, certains Big Four ont très bien compris cela. Hein. C'est up or out. Où tu évolues dans les 2 ans, dans les 3 ans où tu sors. Ouais. Alors, c'est un peu rude, soyons clairs. Est-ce qu'une PME peut faire ça ? Est-ce qu'elle a la possibilité de faire ça ? Peut-être pas jusque-là. Mais en tout cas, l'entreprise éteint les talents si elle les laisse au même endroit pendant 15 ans. Et c'est aussi un phénomène qui vient titiller les statistiques du burn-out. Le burn-out, c'est à un moment donné, je ne me sens plus à ma place. Je rebondis sur ce que tu dis. Alors, tu soulignes justement le burn-out. Au-delà des masques a eu justement... on a fait un épisode là-dessus. C'est devenu aujourd'hui, j'aime pas dire ça, mais tendance, hein, c'est complètement la maladie du siècle. Elle est là, elle existe. J'ai notamment, moi j'y suis passée, j'ai mes amis aussi, que je vois aussi, certains le vivent très fortement, et pourtant ils ont cette envie de vouloir tout changer radicalement. Ils seraient prêts, et puis d'un autre côté, ils se rétractent un petit peu. Oui, mais non, c'est peut-être pas la bonne décision. Oui, mais il faut que je regarde au niveau de mon environnement. C'est pas un jugement, hein, ce que je dis là, parce que je suis passée aussi par ces questions-là. C'est aussi la force de la société aussi actuelle. On se dit, on est comme dans un engrenage où on se dit, j'ai une situation, j'ai des enfants, je ne suis pas heureuse dans ce que je fais aujourd'hui, je me pose 1001 questions, je me sens perdue. Comment je fais pour donner du sens aujourd'hui à ma vie ? Est-ce qu'il y a des possibilités ? Si j'ai envie de changer radicalement, comment je dois m'y prendre ? Peggy, je ne suis pas une spécialiste de burn-out. On le mesure dans les tests. On mesure si la personne est en burn-out, sort de burn-out ou a vécu un burn-out. On voit les traces. Mais je parle par rapport au sens. Hein. Oui. Donner du sens à sa vie. Oui, alors, je ne suis pas spécialiste dans le burn-out, mais comme toi, j'en côtoie beaucoup. Alors, c'est un passage qui est un épuisement, on le sait. Un épuisement sans doute parce qu'on est resté trop longtemps au même endroit et que peut-être on n'avait pas les talents mais le diplôme pour faire les tâches et qu'on pensait que c'était OK. Et c'est un épuisement qui vient à la longue. Tout ça, bon, c'est très bien écrit. Sans être spécialiste, je côtoie. Maintenant, la question du quel sens donner à sa vie, c'est très compliqué parce que on est perdu. Et on y était déjà un peu, parce qu'un burn-out ne vient pas par hasard. C'est qu'on avait une inadéquation entre ce qu'on était potentiellement en grand pouvoir de pouvoir faire, et donc d'avoir beaucoup de plaisir, et ce qu'on a fait peut-être par sens du devoir. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Hein. Et à la sortie de ça, il faut refaire un état des lieux, évidemment. C'est pas la peine d'aller se projeter 15 ans en arrière. On a bougé, on bouge tout le temps. On évolue tout le temps. Et donc, faire un état des lieux, où est-ce que j'en suis, me réparer, prendre le temps de comprendre quel a été mon piège, pourquoi je suis tombée là-dedans, et puis de se resécuriser, parce que se dire à la sortie d'un burn-out directement, je deviens entrepreneur parce que j'ai envie de liberté, etc., c'est aller au casse-pipe à tous les coups. Il faut revenir sur une forme de sécurité, et donc ça ne veut pas dire retourner au même endroit, faire la même chose pour gagner son salaire et se sentir sécurisé, mais au moins aller chercher une stabilité en mobilisant ses talents pour bien faire les choses et réinstaller l'estime. Quand tu parles de stabilité, qu'est-ce que tu entends par stabilité ? Première stabilité, c'est la première sécurité, c'est la pyramide de Maslow, c'est gagner sa vie, avoir un toit sur sa tête. Donc je prends aucune, quelque part, décision hâtive, je me pose et je prends le temps de me poser des questions, ou en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir à toi, à partir de quel moment tu peux guider les gens. À partir de quel moment ? Est-ce que c'est dès le départ et tu arrives à mettre avec la personne des mots sur ce qu'elle vit ? Alors, quand on fait certains tests et qu'on tombe sur quelqu'un qui
est en burn-out ou n'est pas sorti de son burn-out, il y a des gens qui ne l'ont pas identifié, hein, très clairement, je renvoie vers des thérapeutes qui sont spécialisés dans le burn-out. Je ne suis pas spécialisée dans le burn-out pour soigner ça, mais au moins, on peut montrer ce que le burn-out a rétracté et qu'il faut renourrir absolument dans les dimensions des intelligences multiples. Perte de repères personnels, protection, je n'entends plus rien de ce qui se passe, je ne suis plus en vigilance, je me protège, le manque de mots pour décrire les choses, les mots me manquent, je ne sais pas ce qui s'est passé, d'où je viens, la relation aux autres, peut-être du désengagement, etc. Donc, on a des éléments qui permettent de bien décrire ça, on le voit. Tout le monde ne le vit pas exactement de la même manière, mais on a des fondamentaux. De pouvoir dire à quelqu'un, je me souviens d'un entrepreneur qui m'a dit « Moi, j'ai fait un burn-out, Madame Charlier, il y a 5 ans. » Vous êtes toujours dedans. Vous êtes toujours dedans. Bon, ça m'avait ébranlé. Il ne se rendait pas non, compte. Ouais. Il ne se rendait pas compte. Donc, il était en comportement d'essayer comment on dit, compensatoire. Le fait de le savoir, d'avoir un état des lieux et de savoir sur quoi tu dois travailler, c'est un peu, sorry de le dire, mais c'est pour ça que j'ai mis tous mes outils de réparation dans ce 2e livre. De pouvoir le faire d'abord intimement, soi-même, toute seule, parce que c'est une démarche d'aller voir quelqu'un aussi. Hein. C'est pas simple. Tout ça n'est pas simple. Et ça peut prendre du temps, et ça prendra en tout cas, ça demande du temps. Et du temps nécessaire pour, finalement, pour se reconstruire, hein, pour apprendre à s'écouter, à suivre son intuition. Ô combien ça fait du bien de pouvoir s'arrêter, de s'offrir en fait du temps. Parce que le temps, on l'a tous, ok. Oui. C'est ce que généralement j'entends aussi, et c'était aussi une de mes réflexions avant, c'était « mais j'ai pas le temps ». En fait, on a tous le temps, mais quelle priorité donnons-nous, on se donne à soi? Alors tu vois, le temps, c'est la seule ressource qui soit égalitaire pour n'importe qui sur la planète. Que tu t'appelles Jeff Bezos ou Peggy Parisotto, que tu sois SDF, que tu sois malade, on a tous 24 heures dans la journée. Si on n'a pas le temps, c'est que quelque part, de faire quelque chose, soit on n'en a pas envie, soit il y a un petit blocage là. Et quand je dis ça, ce n'est pas un jugement, parce qu'on a tous ça. Je l'ai aussi, d'accord ? Mais ce qui est très important, c'est de se donner le temps, mais d'abord de comprendre ce qui se passe en moi. Et là, je vais rebondir sur ce qu'on a dit précédemment, hein, Peggy. L'école n'est pas adaptée, l'entreprise éteint les talents, le burn-out nous tombe dessus, c'est la maladie du siècle, comme tu le dis très justement. Et nous avons notre part à jouer, et nous avons nos pièges dans lesquels nous tombons, et nous pouvons les identifier. Et jouons notre partie, notre part de responsabilité. On a la chance de vivre dans un pays libre, dans une démocratie. On a la chance de ça, donc on peut prendre le temps pour se poser et travailler sur nous-mêmes. C'est pas évident, mais on peut. Un mot très puissant également, responsabilité. Je suis responsable de moi-même. Et donc ça veut dire que, en étant responsable, je tombe. Comment avons-nous appris à marcher ? En tombant. Comment avons-nous appris à parler? En balbutiant. Et donc, nous sommes en progression constante. Soyons gentils avec nous-mêmes. Acceptons nos limites. Et si on veut vraiment devenir, je ne sais pas moi, peintre, artiste, peu importe l'âge, mais allons-y, c'est possible. C'est totalement possible. À partir du moment où on a envie. Et donc, cette envie, c'est un moteur. Et si à un moment donné, j'ai plus envie, eh bien, je prends soin de moi. Ça veut dire que j'ai un arrêt au stand, ça veut dire que j'ai besoin de temps, ça veut dire que mon âme a besoin de respiration, etc., etc. Et c'est OK.
J'adore un arrêt au stand, ça me fait penser, tu sais, en Formule 1, où on change les pneus. Bah oui, en fait, ça peut être une belle métaphore pour dire, voilà, pour mieux avancer finalement dans sa vie. Dans ton livre, tu t'appuies sur la théorie d'Howard Gardner, on l'a cité tout à l'heure, qui parle des intelligences multiples. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes, pour pas tous les citer, celles qui alors, qui t'arrive comme ça, qui te... en tête, l'intelligence multiple, pour moi... allez, si je devais en citer deux, d'accord ? L'intelligence rythmo-musicale. Alors, Howard Gardner la reliait à la capacité à jouer de la musique. Aujourd'hui, ça va au-delà de ça. L'intelligence rythmo-musicale, c'est celle qui capte les émotions. Okay. Donc, on peut très bien ne pas l'avoir activée, et ne pas être en faute à cause de ça, d'accord ? Il y a des très beaux travaux de Tomatis. Est-ce que c'est là-dessus. La sensibilité ? C'est le canal de la sensibilité. Oui. L'expression des émotions peut passer ailleurs. Hein. Ça peut passer par la kinesthésique, le corps, la visuospatiale, la projection, le dessin, l'interaction avec les gens. Voilà. Il y a d'autres canaux, mais c'est le canal d'une sensibilité qui va capter les atmosphères, qui va capter au-delà des mots. Et donc, quand les jeunes aujourd'hui travaillent avec des casques dans les open space, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus rentrés en haute sensibilité, parce qu'ils sont stimulés en auditif tout le temps, en fait. Des petits. C'est pas négatif, mais on peut avoir un développement de grande sensibilité. Celle-là, elle est très importante. Pourquoi ? Je m'adresse à tous les profs de langue dans toutes les écoles. Quand on n'a pas cette intelligence activée, on ne peut pas entendre les subtilités d'une langue. L'accent tonique, la rythmique, et donc on a beaucoup de difficultés à apprendre une langue. Combien disent « Moi, je suis pas doué en langue ». Non, tu n'as pas la rythmo musicale activé en talent, et tu peux l'activer. C'est ce que j'allais dire. Si on ne l'a pas, est-ce qu'on peut l'activer ? Bien sûr. J'ai mis, pour chaque intelligence à activer, 5 outils. J'ai mis tous mes outils de coaching dans le bouquin. Alors, ça fait un peu rire mon mari qui dit « Mais tu veux plus faire de coaching ?» Non, je transmets. Parce qu'il faut absolument que les gens puissent devenir autonomes. Devenir responsables, c'est bien, mais avoir les outils à la maison, c'est encore mieux. Voilà. Je pense. Tu en as parlé, donc tu parlais d'une deuxième intelligence. Alors, également. La deuxième intelligence, Howard Gardner ne la qualifie pas d'intelligence parce que les travaux d'Howard Gardner sont très précis. Il va vérifier que les connexions neuronales, il y a des zones neuronales dans le cerveau qui vont être activées quand on mobilise l'intelligence. Donc celle-ci, il ne la qualifie pas d'intelligence, il la décrit, c'est l'intelligence existentielle. L'intelligence existentielle, c'est celle qui challenge les idées. C'est celle du petit loulou de 4 ans qui te demande pourquoi les feuilles tombent, pourquoi il roule ici, pourquoi l'eau est bleue, pourquoi le Curiosité. ciel... Curiosité, mais aussi la question de comprendre le pourquoi des choses, le why, le sens. Et on en a besoin de cette intelligence et la jeune génération vient appuyer dessus. Alors c'est d'abord la génération Y, la Y, qui est venue avec ça en challengeant. Et pourquoi je pourrais pas faire du télétravail ? Et pourquoi vous ne m'offrez pas ceci ? Donc on les a traités vraiment, mais enfin c'est quoi cette posture aux entretiens d'embauche il y a 10 ans. Cette intelligence du sens, elle remet en question à peu près tout. L'autorité, la hiérarchie. C'est ce que j'allais dire, parce que j'en ai vu aussi cette génération qui arrive dans l'entreprise. Imaginons qu'il y ait des règles ou des processus. Et alors, je les voyais directement. Mais non, mais ça, c'est pas possible. Ça va pas se passer comme ça. Et t'as vu comment il m'a parlé, donc c'est fini. Paf, et ils partent. Oui. Cette génération-là est celle qui va vraiment, qui bouscule tout, comme tu dis. Oui. Qui bouscule les règles jusqu'à présent établies dans l'entreprise. Parce que quand elle n'est pas activée, cette intelligence-là, elle parle de loyauté. La génération X fonctionnait à la loyauté. On faisait une carrière unique dans une entreprise pour laquelle on s'engageait. Et donc, et toutes les heures supplémentaires, etc. L'engagement au sens... Travailler dur, arriver tard, montrer une belle image de soi, qu'on est resté tout au long de sa journée au bureau. Même mais plus tout tard. Ça, on en rigole, mais alors, c'est la réalité. C'est la réalité. Alors, je n'ai pas dit que la génération Z avait raison.
Mais seulement, effectivement, depuis la génération Y, la question du sens est primordiale. Et regardons bien ce qui s'est passé pendant le premier confinement il y a 5 ans. On s'est retrouvés entre 4 murs, ok ? Et on s'est rendu compte que finalement, peut-être que le métier qu'on exerçait, on s'est posé des questions de sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tellement de personnes qui veulent changer de carrière professionnelle. Donc, cette existentielle qui connecte aussi à la spiritualité, quand elle est très haute, plus elle monte, plus elle te connecte à ta mission, à ta raison d'être, de vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Elle est intéressante, elle est hyper exigeante, parce que quand on l'a activée, on ne peut pas faire à l'encontre de ça. Donc, on n'est plus du tout obéissant. Donc, c'est très compliqué à manager en entreprise, mais c'est très riche. Et c'est vrai que quand tu parlais de la Covid, les gens, vraiment, on parlait du temps tout à l'heure, il n'y a pas eu le choix. Donc, le temps, tout d'un coup, les gens ont pris plus de temps d'être à leur écoute et se sont dit, OK, soit je me réoriente aussi, j'ai envie de changer de boulot, ou alors je me mets en tant qu'entrepreneur. Je rebondis aussi sur ce que tu disais, cette difficulté quand on est entrepreneur. Alors, je l'explore également. C'est vraiment une vraie introspection. C'est pas que je mets des actions, j'y vais. C'est incroyable et c'est fondamental d'être à l'écoute de soi. D'être non seulement à l'écoute de soi, mais d'apprendre de nos blessures, d'apprendre de nos croyances pour pouvoir justement évoluer, grandir avec son entreprise, aller là où on souhaite aller. Et ce que tu incarnes, et tu l'incarnes, mais tu ne le dis pas, Peggy, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde ? Parce qu'un entrepreneur apporte quelque chose de différent au monde, répond à des besoins, à cette quête-là, que ce soit comme employé, à la retraite, parent au foyer, même un enfant de 2 ans et demi apporte quelque chose au monde. Donc, il y a, je pense que c'est au-delà vraiment même des métiers. Chaque vie a quelque chose à donner et à nous apporter, je pense. Il y a une phrase qui m'a marquée dans ton livre. Ce n'est pas de se poser la question du qui je suis, mais comment je vais pouvoir développer mes talents. Oui. Donc le regard est totalement différent. Parce que le qui je suis, finalement, comme je suis un être d'évolution et que j'évolue tout le temps, le qui je suis va évoluer également. On est d'accord ? Cette question existentielle est un piège. Qui suis-je ? D'accord ? Et exactement, qui suis-je là maintenant avec toi, Peggy ? Qui suis-je le week-end quand mon petit-fils vient à la maison et que je lis un bouquin avec lui ? Qui suis-je quand je vais marcher en forêt avec mon grand ? Et qui suis-je quand je fais mon podcast avec ma belle-fille ? Qui suis-je quand je suis avec mon mari au restaurant, etc. Donc, c'est multifacette, c'est plein de choses. C'est impossible de répondre à cette question et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Julia de Finesse, la philosophe que j'aime lire. Par contre, et ce sont les antiques qui nous ont mis sur cette question, c'est de trouver notre topos, le lieu où je vais pouvoir me sentir à ma place en fonction de ma boîte à outils. Et je pourrais l'enrichir, ma boîte à outils. Et je pourrais même enlever des outils quand je n'ai plus envie de m'en servir. Mais où puis-je me situer ? Quel est mon topos ? Et donc, c'est vrai que ça change. Ça ouvre un champ complètement différent. Ça ouvre un spectre énorme. On se dit, waouh, mon regard est totalement différent. Il y a un spectre avec différentes possibilités. Je peux faire plein de choses, en fait. Je peux faire plein de choses et tout le monde ne peut pas tout faire. Ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde, en fonction de ses talents, peut jouer sa partie. Et que si tout le monde joue sa partie, alors c'est comme une pâte à tarte. La pâte monte d'elle-même. Il n'y a pas besoin de pousser ou tirer sur la pâte. J'adore. Et donc, les choses s'opèrent. Eh oui. Mais encore faut-il, d'où l'importance de connaître ses talents. Oui. Les identifier. Parce que on en parlait au début, il y en a qui sont bien cachés
Et c'est vrai. Oui. Et parfois, il suffit d'une expérience de vie, de sortir de sa zone, de sortir de ses habitudes pour vraiment les découvrir. Alors, il y a 2 notions importantes. Connaître ses forces, c'est important parce qu'on s'appuie dessus, on a l'énergie qui arrive directement. Et connaître ses zones de potentiel. Qu'est-ce que je peux, à un moment donné, déclencher en force avec pas grand-chose? Et on vient d'une éducation où on en parle de nos faiblesses. Tu n'es pas bonne là-dedans, tu devrais essayer de faire mieux là. Cessons avec ça. Partons sur ce que l'on sait faire, développons nos potentiels pour nous enrichir, effectivement. Et dès qu'on s'enrichit, on ouvre des topos. Ce regard est extrêmement positif, et c'est là où on se dit, ça fait du bien d'entendre ça. Et c'est simple, hein, Peggy? Tu vois, j'en reviens encore à ce système scolaire. C'est un message extrêmement positif que tu renvoies aujourd'hui dans cet épisode. Je trouve ça extrêmement puissant. Pourquoi, selon toi, cette approche n'est pas utilisée dans le milieu scolaire? Parce que ce n'est pas la promesse de l'école. C'est pas ça que nous vend l'école. L'école nous vend des diplômes qui nous rassurent en tant que parents. L'école ne souhaite pas, n'a pas cette promesse de détecter les talents. Parce que si demain l'école détectait les talents, mais c'est tout le système scolaire qui est à revoir. C'est la manière d'enseigner. C'est même une question hautement politique. Si on avait une population engagée, parce que connectée à ses talents, mais on aurait d'autres politiques, clairement à la tête du pays. Et ça va pas plaire ce que je dis, mais c'est un fait. On a plutôt un désengagement. On a un désengagement à l'école avec du décrochage scolaire qui est monté à 30% pendant la Covid. 30% de jeunes qui lâchent l'école et qui se retrouvent seuls à la maison. C'est une souffrance. L'école crée ça aujourd'hui. On a une désaffection des jeunes par rapport à la politique qui n'y croit plus. Et on a une représentation politique. Donc en fait, la promesse de l'école n'est pas là. Pas parce que l'école est de mauvaise constitution, mais parce que le modèle de l'école vient d'un monde qui n'existe plus et n'a pas été refondé. Et quand on veut refonder l'école, qu'est-ce qui se passe? Les gouvernements sautent, hein, parce que l'école est monolithique dans sa structuration. Encore une fois, je parle de l'école dans sa manière d'être construite, je ne parle pas des gens qui l'habitent et qui la font vivre. Oui, parce que tu parlais justement dans ton bouquin, et tout à l'heure, tu as fait référence en Scandinavie, par exemple. Comment font-ils pour déployer les talents de chaque élève? Donc, on a vu, il y a un exemple magnifique au Danemark, parce qu'on a travaillé avec la Finlande sur les projets européens, et le Danemark. Le Danemark, c'est simple, c'est là où ils payent le plus haut taux d'impôts, les Danois, en Europe. Et ces impôts sont utilisés dans le système scolaire. On a 18 ans, on reçoit une bourse. Et tous les frais sont payés. Tous les frais scolaires sont payés par cette bourse. Il y a juste une condition. Le jeune doit quitter le domicile parental pour ne pas avoir d'influence des parents sur ses choix. Et donc, au Danemark, c'est la politique de développement des talents. Mais dans tous les pays scandinaves, là où Napoléon n'a pas été, et n'a pas mis son empreinte, on ne parle pas salaire, c'est vulgaire. On peut être prof, chirurgien, artisan, c'est la même chose. En fait, j'ai le sentiment, d'après ce que tu dis, on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous sur le même pied à partir du moment où on contribue et où on est responsable et il y a une forme d'engagement sur ses talents. C'est-à-dire, c'est un mot un peu galvaudé, talent. C'est-à-dire sur ce qu'on sait le mieux faire et qu'on a envie de bien faire. Il y a cette notion dont parle Emmanuel Duez dans son dernier bouquin, que je recommande vivement. D'ailleurs, si je peux faire un petit clin d'œil à Emmanuel, qui parle de ce plaisir à faire du beau travail. Ce que les anciennes générations avaient
en fait. Et ça, il faut y revenir, mais on n'y reviendra que si on est sur nos talents. Si on est juste sur un travail où on a besoin de toucher un meilleur salaire pour, je sais pas moi, avoir ce développement capitaliste, ça n'a pas de sens. C'est ce que nous dit la jeune génération. Donc, pour en revenir à ça, les pays scandinaves mettent sur le même pied. Il n'y a pas ce casting-là au niveau du degré des diplômes. Pas du tout. Nous qui sommes parents, comment peut-on activer les talents de notre enfant ? Et je pense également dans la société, en tant que manager, CEO. Alors, en tant que parents, pour revenir à ça, nous sommes responsables, et donc je nuance un peu par rapport à la critique scolaire. Le parent a sa part à jouer, évidemment. Énorme. On remet le parent au centre. En tant que parent, par l'observation. En observant d'abord son enfant. Parce que c'est là-dessus que repose la théorie de Howard Gardner. Il a pu décrire les 9 formes d'intelligence par l'observation. Par l'observation, et la deuxième chose, Peggy, en proposant un panel d'activités très, 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 très différentes. La musique, bien sûr. Toujours. Ça peut être le chant, l'expression orale, le sport. À nous d'offrir ces différentes possibilités, comme par exemple, je sais pas moi, le théâtre, la danse, comme tu Exactement. Tous les stages. Voir comment les enfants réagissent, comment ils se sentent. C'est très important de leur faire goûter à différentes choses avant de les inscrire sur du long terme. Il y a énormément de stages, 1 semaine, 15 jours pendant les vacances. Aller goûter à ça et puis continuer à faire des choses plutôt que d'être sur notre smartphone à la maison, mais faire des choses avec eux, faire de la cuisine, aller dans les bois, faire de la créativité. Bon, alors peut-être que certains diront, alors là, attention, parce que moi quand je dis à mes filles, je sais pas vous, mais les filles, on va dans les bois, non, il pleut, il vente, il y a toujours une excuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc encore faut-il, il faut y aller. Mais on est face aussi à cette problématique en tant que parent en disant, tu es trop sur ton téléphone, tu vois, il faut vraiment mettre des règles. Alors oui, il faut mettre des règles, mais plutôt que d'avoir une injonction, tu es trop sur ton téléphone, est-ce que tu peux venir me donner un coup de main voilà. Et donc proposer des activités à plusieurs, mais ça s'inscrit, ça c'est possible. Oui. On est nous aussi trop sur notre téléphone en tant qu'adultes, je veux dire. Donc c'est vrai aussi. L'exemplarité, si nos enfants nous voient faire des choses, de la broderie, de la terre, interviews, de mettre un pot en couleur, que sais-je, s'occuper des petites plantes. Ouais. En fait, c'est l'exemplarité qui fait beaucoup plus que les grands discours. Maintenant, pour ta deuxième question, Peggy, comment est-ce qu'un manager... Alors, je ne crois pas que c'est le job d'un CEO, parce que le CEO, c'est un capitaine de navire, il doit trouver le cap, la mission, la vision, la stratégie. Mais un manager, comment est-ce qu'un manager peut activer les talents de ses équipes? C'est ce qu'on fait tous les jours en entreprise. On donne les clés au manager. Pour moi, le manager, c'est la courroie de transmission d'une boîte. Super important. Première chose, se connaître soi-même. Les antiques qui nous disent ça. Connais-toi toi-même. Deuxième chose, par observation. Tiens, il tire la patte pour faire ça. Pourtant, je l'avais embauché pour cette mission. Peut-être que je pourrais le mettre ailleurs, en partie. Ça ne veut pas dire bouger tout, mais proposer des diversifications de tâches. Et ça marche très, très bien. Je vais être assez rude. Encore faut-il avoir aussi le manager qui, lui, a les qualités propres pour pouvoir guider ses employés. Et là, c'est un tout autre sujet également, parce qu'on est dans cette réalité. Oui. Il faut dire ce qui est. Oui. Que ce soit au Luxembourg, que ce soit en Belgique, partout. Dans les entreprises. Oui. J'ai encore vu aussi un témoignage très émouvant d'un jeune en France en larmes, en disant, est-ce que c'est normal d'arriver à la maison, de pleurer, d'avoir été harcelé, critiqué, on me met des bâtons dans les roues. Donc encore faut-il que chacun soit responsable et comprennent aussi le sens de leur fonction. Tant que le titre de manager et le poste sera une promotion d'un développement de carrière,
on aura le ratio de un manager sur 2 est très bon et un manager sur 2 n'est pas dans son rôle. Tant que ce sera cela. Maintenant, je vais dire, je crois beaucoup à la contamination positive des prises de conscience. Un manager qui n'est pas bon aujourd'hui peut se développer et peut-être muter en devenant quelqu'un de conscient et d'ouvert demain. Sans doute que le fruit n'est pas mûr sur l'arbre. C'est comme ça que j'aborde les choses en entreprise. Sinon, Peggy, une fois sur 2, je me prends une porte. Donc, j'adore. Voilà, mais oui. J'adore. Et donc, les managers, il y a des managers, en fait, qui clairement ont besoin que ça marche, n'en peuvent plus d'avoir une équipe qui se désengage. Et nous, le premier élément qu'on questionne dans une entreprise, c'est est-ce que vous avez du turnover ? Est-ce que vous avez du turnover ? Et si vous êtes à plus de 12,5% de turnover, eh bien, il faut soigner la maladie. Et donc, ça peut être pas les talents au bon endroit ou le manager qui n'a pas les clés, les codes. C'est là que tu arrives et Oui. que tu détectes justement, on va dire ça comme ça, les bactéries. Donc, on mesure les talents, on les détecte individuellement, l'équipe, on détecte les talents du manager et on voit comment le manager est compatible ou pas avec son équipe. Et s'il crée lui-même des stress et du désengagement, pas parce qu'il le veut, hein, Peggy, mais parce qu'il n'y a pas la compatibilité optimale des talents. Et ensuite, on donne les clés pour qu'ils deviennent compatibles ou qu'ils changent d'équipe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, avec ton expérience, ton expertise, d'arriver dans une boîte où au final, tu te rends compte que rien ne va. En tout cas, rien ne va. Je veux dire, le puzzle n'est pas mis dans l'ordre, si je peux dire ainsi. Alors, Mais totalement. totalement non, parce que ça peut donner l'impression de ça quand on a les résultats du turnover, du désengagement, etc., etc. Parce que le désengagement, c'est pas le turnover, c'est encore autre chose. Et ça coûte très cher à l'entreprise. Hein. Désengagement. Le désengagement, il y a 2 formes. Désengagement passif, quelqu'un qui va faire le minimum syndical pour travailler, ne restera pas une minute de plus. D'accord. Et le désengagement actif, quelqu'un qui va poser des jours de congé de maladie, ne pas faire le job. Ouais. Le burn-out n'est pas un désengagement actif, parce que le burn-out, c'est une maladie. Donc, ce n'est pas un choix. D'accord. Le désengagement est un choix. D'accord. Ok. Ok. Ah oui, tu fais le choix de te mettre en maladie, en fait, c'est ça. Tu fais le choix de jouer avec les règles du jeu pour être le moins possible Ah, d'accord, là. ok. C'est volontaire, C'est- j'entends. c'est- Ok, je comprends. Alors, le désengagement actif est volontaire, le désengagement passif l'est un peu moins. On est à 87% de désengagement dans les entreprises en moyenne en Europe. OK. Et le désengagement coûte 13 500 € par collaborateur par an pour une entreprise, quelle que soit sa taille. Ça, c'est un fait. Quand on arrive en entreprise, quand j'arrive en entreprise et que je vois que les résultats, mes KPIs à moi ne sont pas bons, on opère une cartographie des talents, on détecte tous les talents. Les équipes, les départements, les managers, la direction, et on voit clairement où sont les points de réengagement, quand c'est possible, parce qu'il y a des endroits où ce n'est plus possible d'aller réengager, et on remet la bonne personne au bon endroit. Ce n'est jamais révolutionnaire, et en fait, ce qui est assez étonnant, hein, Peggy, c'est qu'on peut se dire tout est perdu, et qu'en réalité, c'est des petits bougers. Et ces petits bougers-là font toute la différence en réalité. Donc, c'est aussi le message pour les individus. C'est pas changer de vie qu'il faut faire, c'est juste faire un pas de côté, changer l'angle de vue, activer un potentiel, et ça change toute une vie. Combien de temps ça peut te prendre pour en arriver à ce résultat ? Détecter le talent de quelqu'un, c'est un test en ligne qui prend 20 minutes, un débrief d'1 heure. Et pour une entreprise, à partir du nombre de collaborateurs, maintenant, Ça dépend. on a du matériel, ouais. mais en 1 semaine, on fait une cartographie d'une entreprise Ouais, de 100 à 200 collaborateurs. Donc c'est dingue parce que tant sur le point de vue individuel qu'à titre d'entrepreneuriat, ça va très très vite finalement pour détecter. Après, il faudra mettre évidemment les actions. Mais c'est comme je dis, quand on met des mots déjà sur ce qui ne va pas, c'est déjà 80% de gagné. Et comme cette
c'est un test non jugeant mais positif, Ouais. puisqu'on s'appuie sur les forces individuelles, eh bien, on réengage dès ce moment-là, en réalité. Dès que l'on fait l'exercice. Après, la reprogrammation par la formation, ça prend quand même 6 à 9 mois, hein, minimum. Mais repositionner, redire à la personne, voilà vos forces, ça la réancre directement. On a déjà un effet positif. Une fois qu'on a pris conscience, connaissance, s'ouvre notre chemin de liberté et de responsabilité. Et à partir de là, on trace. Je ne connais personne qui échoue sur ce chemin-là. Et les histoires, j'en ai de très, très belles. Et c'est bien que tu parles d'histoire parce que j'avais envie, en tant qu'activatrice de talent, quelles ont été pour toi les plus belles métamorphoses que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu peux citer un exemple ou deux? Alors, je vais... oui. J'en ai tous les jours, en fait, des métamorphoses. Tu vois, Peggy, tous les jours, je croise des gens pour qui je rends les clés. Voilà tes clés, vas-y. Tous les jours, j'ai ça. Tous les jours, j'ai des étoiles dans les yeux de l'autre à la fin de l'heure de débriefing. Donc, je pourrais t'en raconter 1000. Il y en a une fondamentale que j'ai racontée dans mon premier bouquin. C'est Adrien. Il est en presque décrochage scolaire, il est en colère contre l'école, il veut plus aller à l'école. Et au bout de l'heure, quand je lui ai dit, mais enfin, Adrien, tu as le profil d'un entrepreneur, tu as 18 ans, mais tu fais déjà des trucs. Aujourd'hui, Adrien, il m'a appelé là, il y a un mois, il dit, t'as sorti un deuxième bouquin. Si tu veux que je vienne témoigner à tes conférences, tu me demandes. J'ai 2 boîtes aujourd'hui, 26 employés, j'ai du temps. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Une autre, 56 ans, 26 ans de carrière dans une banque à Luxembourg qui se destine à se réorienter. Et au bout d'1 an, sa boîte fonctionne. C'est sur de l'alimentation vivante. C'est Véronique. Et là, elle aimait hyper inspirante, mais pas que ça fonctionne, ça marche, les gens la suivent, c'est pas du pipeau, elle s'est formée, elle s'est donné les moyens intellectuels, donc il y a beaucoup d'authenticité chez ces gens-là. Je rebondis parce que tu parles d'un jeune d'une 20aine d'années, puis de Véronique d'une 50aine d'années. Il n'y a pas d'âge, en fait. Non. Il n'y a pas d'âge pour se réorienter. Et à partir du moment où on est vraiment aligné avec ses envies, avec ce que l'on veut créer, et ce que je remarque, c'est les portes s'ouvrent, en Totalement. fait. Mais c'est vraiment, comme on l'a dit depuis le départ, cette introspection qui est extrêmement importante, qui va évoluer avec le temps, se donner j'aime pas dire le courage, mais les moyens pour y arriver et puis se lancer. Une fois qu'on a défini les actions, c'est comme ça que je le verrai aussi, c'est allez-y et faites-le en fait, pour ne pas avoir des regrets non plus. Alors j'ai envie de dire, allez à la rencontre de vous-même. Oui. Vous êtes intelligent, vous avez des forces, vous pouvez évoluer. Et vous avez quelque chose à apporter à ce monde. Allez à la rencontre de vous-même. Et en tant qu'adulte, quand on fait ça, nos enfants s'en inspirent, mais c'est incroyable, la part de liberté qu'on leur lègue. Même s'ils ne nous le disent pas dans notre quotidien, on ne le voit pas, mais on émet cette vibration. Et ces vibrations sont contagieuses. Donc je suis aussi convaincue que ça portera ses fruits à l'avenir en disant « Ah tiens, mais maman, elle a fait ça » ou « Papa a fait ça ». Il est possible. C'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Oui, tu vois, très fort. À ça. Hors antenne, on parlait de notre interview et tu me disais « Être une femme, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui ». Je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est important, c'est un message assez fort. Qu'est-ce qui est compliqué en tant que femme aujourd'hui, à l'heure actuelle? Ça l'a toujours été. Et ce l'est toujours. Et je suis ravie de côtoyer la jeune génération avec des jeunes femmes qui remontent au créneau,
qui affirment leur volonté de prendre une place, un rôle. Alors, ce n'est pas mon combat et je ne le revendique pas, mais je constate qu'au quotidien, être une femme entrepreneuse, ça reste compliqué, Peggy, parce que, à tout âge, parce que on est dans un monde d'hommes, on est dans une médecine d'hommes, que ce soit être une jeune femme ou une femme de plus de 50 ans ou une CEO de plus de 50 ans. Il y a tous des sujets qui sont attachés à notre condition de femme dont on ne peut pas parler parce que l'on pourrait décrédibiliser aux yeux des hommes. Il y a 8% de femmes entrepreneuses, pas plus. Pourquoi ? Pas parce qu'elles sont plus bêtes, pas parce qu'elles ont moins de courage, pas parce que un tas de choses. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui ont toutes ces capacités-là d'entre eux. Mais il faut plus que des qualités d'hommes entrepreneurs, plus que du courage, plus que de l'abnégation, plus que tout ça. Il faut faire sa place et sa place, elle n'est pas donnée, en fait. Et c'est un fait. Et c'est un fait en Europe. Donc oui, il y a des réseaux de femmes entrepreneurs, mais ça reste très compliqué. Toutes les femmes que je croise, des CEO, des dirigeants, des entrepreneurs, c'est un sujet et ça reste très compliqué. Est-ce que tu penses que les choses vont évoluer dans les prochaines années ? Je ne sais pas si les choses... Je peux pas dire, mais ce que je crois, c'est que la jeune génération, cette génération Z, ces jeunes femmes courageuses qui portent vraiment cet étendard-là, ont besoin de nous comme levier pour les soutenir dans leur parole et la relayer, même si ça n'a pas été notre parole à nous. Cette prise de conscience, on doit les aider à faire leur place, vraiment. Et donc, c'est en étant solidaires et responsables, encore une fois, que nous pourrons étendre nos libertés. Béatrix, pour terminer en beauté cette interview, je te pose vite des questions. Alors, je t'en ai posé, mais cette fois-ci, c'est des réponses vraiment tac au tac. Ok ? Si tu devais laisser une phrase clé, un mantra, pour celles et ceux qui nous regardent et qui cherchent encore leur voix, ce serait quoi ? Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. Quels sont les blocages récurrents que tu observes chez les gens ? Celui de ne pas oser croire en soi et qui vient souvent ou des résultats scolaires ou de l'éducation. Alors, tu sais que l'émission s'appelle Au-delà des masques. Quel masque la plupart des gens portent-ils dans leur vie professionnelle, selon ton expertise ? Celui de garder sa dignité malgré les coups qu'on prend. Je crois. C'est celui qui sauve la face. C'est fort. Eh oui. Et toi, y a-t-il des masques que tu souhaites encore enlever aujourd'hui ou que tu as enlevés récemment ? Oh, mais moi, les masques tombent régulièrement, Peggy. Je ne peux pas faire cette mission sans être vulnérable, reconnaître mes vulnérabilités, oser les exposer. Je suis à un moment de ma vie où j'ai été traversée plusieurs fois, de manière brutale. J'ai appris à perdre. Et mon objectif n'est pas de gagner. Mon objectif, c'est d'éclairer des vies autour de moi. Alors, ça peut sembler un peu idéaliste, mais c'est ma mission. Donc, le dernier masque qui tombe, je pense que c'est notre petit-fils de 2 ans et demi qui le fait tomber, mais avec une facilité. Voilà, je pense que c'est le dernier. Oui. Avec ma baguette magique, je t'embarque. Revoir Béatrix âgée de 10 ans. Que lui dirais-tu en connaissant la suite de son histoire ? Dans 10 ans, là où je me projette déjà, c'est sur ce prochain projet. On a les outils, détecter les talents tout petits, pas pour mettre les enfants dans des cases, mais pour déceler si l'école va leur poser des problèmes. Et grâce au jeu, activer ces talents pour que les enfants ne soient pas abîmés dans leur parcours scolaire. Et je me dirai dans 10 ans, voilà, telle était ta mission de vie et tu l'as accomplie. Et je pense très sincèrement à l'image de mes parents. Jamais je ne m'arrêterai de détecter des talents ou d'aider d'autres à détecter les talents. Pourquoi ?
Simplement parce que quand j'ai face à moi quelqu'un qui se reconnaît, qui se reconnecte, qui devient vraiment lumineux, alors c'est une rencontre, et une belle rencontre, et je ne vais pas me faire l'économie de ça. Ça ne veut pas dire que je vais travailler autant que maintenant, hein, Peggy, mais je te connais, hein. mais sans doute moins. Voilà. Je terminerai aussi pour te dire merci parce que tu as un podcast également, on peut le rappeler à nos auditeurs. Réveillez vos talents. Voilà, réveillez vos talents. D'ailleurs, j'ai été la toute première interviewée. Et là, ça a été aussi un moment avec plein d'émotions. J'en ai encore aujourd'hui parce que tu me poses la question, tu me dis, Peggy, après le test, j'avais fait le test de ton livre, et tu me dis, tu as une multitude d'intelligence. Et j'ai été très émue parce que j'en reviens par rapport au QI où j'ai été traumatisée dès l'enfance en disant, tiens, où j'avais été classée. Et donc, je pensais, en fait, à l'époque que je n'étais pas intelligente. Tu vois, en me référant avec les notes scolaires, tu vois, toute cette pression. Et donc, c'est là que je me suis dit, waouh, j'ai une multitude de talents. Et donc, ça m'a vraiment posé un autre regard. Et c'est là où ça m'a vraiment pointé du doigt en me disant, waouh, je peux vivre de mes talents comme je le fais via les interviews, via les podcasts, via la radio, via la presse. Et j'aurais aimé avoir à ce moment-là cette activation ou détection. Oui, cette détection vraiment beaucoup plus jeune. Donc, merci du fond du cœur pour ce que tu fais. Je le rappelle ici, voilà, réveillons nos talents. C'est pas réveiller nos talents, c'est réveillons-nous tous nos talents. Vraiment, aux éditions Racine. Il y a ton témoignage également. Il y a mon témoignage aussi. Je suis toute fière et merci pour ce que tu transmets. Merci aussi d'avoir pris le temps de venir à moi aujourd'hui. Si vous aussi, vous êtes à la croisée des chemins, si vous voulez mettre des mots sur vos talents, je vous invite à découvrir donc ce livre et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube Peggy Parisotto. On se voit également sur des nouvelles aventures sur Insta et sur Facebook. Merci également. Je tiens à remercier l'hôtel qui nous a accueillis dans une des suites. Donc, on est bien. C'est l'hôtel du Golfe du Bois d'Arlon. Donc, c'est génial parce que c'est en plus à 15 km de la frontière luxembourgeoise, dans un cadre magnifique, entouré d'un golfe spectaculaire. Donc, merci à eux. Merci à vous. Je vous embrasse.